La guerre terminée, Louis Renault doit se reconvertir dans les fabrications civiles, auxquelles il ajoute les autorails, les avions et les tracteurs agricoles. À partir de 1919, pris par de nouveaux sujets d'intérêt, les femmes, la voile, la construction de résidences secondaires, on sent Louis Renault moins inventif. Désormais, il emboîte le pas avec un certain retard à un nouveau concurrent très innovant, André Citroën. Ce dernier le précède dans presque tous les domaines. La fabrication à la chaîne, la formation et le financement du réseau de vente, et surtout la publicité, avec ses taxis, ses autocars, ses caravanes de voitures, ses raids transsahariens ou transafricains. Louis Renault, pour réagir à l'offensive de Citroën avec ses chenillettes, fait remarquer que la chenille sur le sable est un inconvénient majeur, car elle s'use extrêmement rapidement. Donc, Louis Renault invente un véhicule qu'on appelle le 6 roues, mais qui en comporte en fait 12. Si ces Renault à 6 roues jumelés se révèlent dans les raids africains en réalité plus fiables que les autochenilles Citroën, c'est pourtant André Citroën qui occupe le devant de la scène médiatique. Leur rivalité personnelle va marquer tout l'entre-deux-guerres automobile. C'est au retour d'un voyage aux États-Unis que Louis Renault décide de compléter le trapèze de Billancourt. Il ajoute à ce puzzle d'atelier construit parcelle par parcelle une usine moderne sur l'île Seguin. C'est là que de 1929 à 1934, il édifie 2 ponts, une centrale électrique et des ateliers d'assemblage où se déroule sur 5 hectares et 5 niveaux un féerique ballet de convoyeurs aériens. En 1934, l'usine de l'île Seguin compte près de 20 000 salariés. Renault disait « Je n'ai fait qu'une seule vacherie à Citroën dans ma vie, c'est je lui ai montré Billancourt ». C'est pour imiter cette immense usine ultramoderne de l'île Seguin qu'André Citroën va construire au début des années 30, en pleine crise, l'usine géante de Javel. Elle le conduira à sa perte. Louis Renault remporte pourtant le marché parisien des taxis et des autobus. Au cours des années 30, Renault s'inscrit au palmarès de l'histoire de l'automobile avec plus de 40 records de distance et de vitesse. Sa 40 chevaux Renault Stella atteint les 176 km/h en 1926. Mais à partir de 1930, la crise mondiale commence à frapper la France. Pour y faire face, Louis Renault se diversifie, en fabriquant des autorails, des taxis, des autobus, des autocars, mais aussi en rachetant un constructeur d'avions, Caudron. Il récupère au passage un ingénieur de génie, Marcel Riffard, qui va dessiner pour lui de nouvelles carrosseries automobiles extrêmement dynamiques. Dès 1935, certaines Renault font penser à des avions. Les Renault Viva Stella et Viva Grand Sport remportent tous les concours d'élégance de 1934 à 1938, même si la Panhard dynamique et surtout la Hotchkiss tentent de damer le pion à la Viva Stella sur le créneau du haut de gamme. Mais à la moindre fluctuation du carnet de commande, Louis Renault licencie sans scrupule. Il incarne aux yeux de beaucoup le patronat le plus réactionnaire, surtout après la violente grève de 1938, où il se défausse sur son neveu François Louis II et le laisse jeter sur le pavé 1900 salariés. En février 1939, Louis Renault se rend comme chaque année au Salon automobile de Berlin. L'industrie automobile allemande et le réseau d'autoroutes qui viennent de prendre une vigoureuse ascension sous Hitler l'intéressent. Mais ce que Louis Renault ignore alors, c'est que le chancelier nazi est en train de préparer une guerre de blindés et a donc besoin de pouvoir déplacer ses futures troupes rapidement d'un front de l'Est à un front de l'Ouest. Le 17 février 1939, Adolf Hitler passe sur le stand Renault au Salon de Berlin. Louis Renault, c'était le seul constructeur français au Salon de Berlin. Hitler appréciait beaucoup l'automobile, mais là n'était pas son sujet. Il n'a même pas dû faire attention à la poignée de main, la fameuse poignée de main dont on parle tant, parce qu'à ce même salon était présentée la KDF, et la KDF était la voiture de propagande type du nazisme à l'époque et qui allait devenir la future coccinelle de Volkswagen. À la fin des années 30, Citroën, avec sa traction avant 11 chevaux, et même Peugeot, avec sa 202, vendent plus de voitures particulières que Renault. En revanche, Louis Renault est de loin le premier industriel de France. Mais en 1939, c'est un homme intellectuellement et physiquement diminué.
il est atteint d'aphasie. Il fuit le contact avec son personnel. En septembre 1939, la guerre est déclarée. En juin 1940, après la capitulation, les Allemands mettent la main sur l'économie française. C'est le neveu de Louis Renault qui doit se débrouiller avec l'occupant. Les Allemands confisquent une partie de l'usine, réquisitionnent plusieurs ateliers, interdisent à Renault toute fabrication de voitures de tourisme et l'obligent, comme les autres constructeurs automobiles français, à fabriquer des camions pour la Wehrmacht. Sinon, ils prendront le contrôle du reste de l'usine et enverront ouvriers et machines en Allemagne. Pendant la guerre, les Allemands n'ont pas laissé à Louis Renault le contrôle de son usine. Nous sommes ici pas loin du parking des voitures. Devant le bâtiment X, actuellement Pierre Dreyfus, était garée la Mercedes cabriolet de von Urach, qui était en fait considéré comme le patron de l'époque. Louis Renault confie alors en secret à ses collaborateurs le freinage au quotidien de la production. Mais de moins en moins présent, il se consacre à la préparation de l'après-guerre en essayant de maintenir tant bien que mal l'outil de travail. À la Libération, Louis Renault, seul propriétaire de la plus grande entreprise française et bête noire des communistes, est présenté comme le symbole de la collaboration. Incarcéré à Fresnes, où il subit de mauvais traitements, il est battu, et privé de soins alors qu'il est gravement malade, il souffre d'urémie, Louis Renault meurt sans jugement dans des circonstances dramatiques le 24 octobre 1944. Devant l'urgence de remettre l'entreprise en marche pour fabriquer des camions, le gouvernement nationalise l'entreprise. Alors, la nationalisation de Renault en 1945, c'est une nationalisation sanction. Même quand il y a eu la nationalisation, on s'attachait à se dire on n'est pas une entreprise nationalisée, on est une entreprise nationale. Et donc on avait une fierté de relever le défi. Renault avant la guerre s'appelait l'Automobile de France. Eh bien, on continuait sur cette lignée. Pierre Le Faucheux, un résistant nommé à la direction de la toute nouvelle Régie nationale des usines Renault, se bat avec le gouvernement pour avoir le droit de construire un modèle de voiture de tourisme. Parce qu'il y a une décision politique qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, désormais, il y a une espèce de partage des tâches, une espèce de Yalta automobile, où Citroën va faire des voitures populaires. La 2 chevaux est en route, elle apparaîtra beaucoup plus tard. Chez Peugeot, on va faire des voitures moyennes. La 203 apparaîtra en 1947. Et Renault doit faire une voiture populaire. Et Renault sort la première voiture française vraiment populaire de l'après-guerre. Rompant avec l'avant-guerre, où Renault régnait sur les moyennes et grosses voitures, il impose la 4 chevaux. La 4 chevaux, la voiture pour tous. C'est la voiture de l'après-guerre. Ça y est, nous sommes libérés, nous avons un développement économique extraordinaire, nous accédons à la voiture. Elle est réputée pour être la voiture qui a remis la France sur roues après la guerre. Et cette voiture va apparaître, petite voiture, mais voiture économique, voiture surtout à la portée de tout le monde. C'est la voiture qui, on pourrait presque dire, elle est presque dans le programme national du Conseil de la Résistance. Le Conseil national de la Résistance, elle est là pour démocratiser l'automobile et permettre aux catégories populaires d'avoir enfin une voiture. C'est la voiture qui va permettre à des millions de Français de découvrir l'automobile pour la première fois. La 4 chevaux est exportée en Espagne et au Japon, et sa version alpine s'illustre en compétition. La 4 chevaux sera la voiture la plus vendue en France de 1947 à 1955. Elle aura en face d'elle la Dinah Panhard et la Simca 6. Mais surtout, à partir de 1949, elle devra faire face à un concurrent qui deviendra mythique, la 2 chevaux Citroën. Renault construit une nouvelle usine de montage à Flins et une usine de moteurs à Cléon. Pierre Dreyfus dirige la régie Renault de 1955 à 1975.
Homme du social, il profite du développement du marché automobile pour faire de Renault une vitrine, augmenter les salaires et les congés et réduire la durée du travail. Son but, que l'exemple de Renault se répande de proche en proche dans toute l'industrie française. Mais il fait très largement appel à la main-d'œuvre immigrée, sans vraiment se soucier de sa formation et d'enrichir les tâches. Pour la plupart des gens, Renault, c'est un symbole. Quand on rentre chez Renault, on était même considérés comme des fonctionnaires à une certaine époque. Sur l'île de Seguin, il y avait beaucoup de nationalités. Il y avait des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Maliens, des Sénégalais. On était dans les années 60 jusqu'à 11 000 ouvriers. J'ai passé sur l'île de Seguin 33 ans de ma vie. Un ES, pour tout le monde, c'est un ouvrier spécialisé, mais pour moi, personnellement, ça ne veut rien dire. Parce que si on dit un ouvrier, d'accord, spécialisé, de quoi? Et voilà, c'est spécialisé, on est spécialisé à tout faire, quoi. La grande majorité, presque l'unanimité des ouvriers étaient issus de l'immigration. Il y avait quelques régleurs qui étaient issus de l'immigration, quelques chefs d'équipe, un contremaître, je me rappelle, il s'appelait Yaya. Et autrement, à partir de là, c'était terminé. Chef d'atelier, chef de groupe, chef de département, directeur, vous n'aviez plus d'immigrés. 1 minute 62. C'est 1 minute et 62 centièmes de minute. Ça fait 1 minute et demie, c'est à la grosse. Ça veut dire que chaque minute et demie, une voiture sortait de l'île, ou sortait des chaînes de montage. Pendant le ramadan, par exemple, je composais avec les syndicats d'une part, et puis avec les imams d'autre part qui étaient dans l'île. Où, par exemple, ils nous demandaient de ne pas faire de pause. Dans l'île de Seguin, on a eu, à ma connaissance, pas de suicide. Parce qu'on avait une soupape de sécurité. La soupape de sécurité, c'était la grève, mine de rien. C'est vrai que des fois, c'était violent, mais ça permettait d'évacuer. Un climat dans l'île, ça se sentait aussi. C'est quand, par exemple, vous mettiez une sanction, vous saviez dans l'immédiat si c'était juste ou si c'était pas juste. Si c'était juste, les chaînes s'arrêtaient 5 minutes, par solidarité, entre guillemets. Si les chaînes ne reprenaient pas, c'est que vous aviez tombé à côté. Parce que le milieu sait si c'est juste ou si c'est pas juste. J'ai eu quelqu'un, moi, dans mon bureau, on était en train de lui demander sa mise à pied. J'ai dit, mais comment ça se fait que tu y arrives depuis des années et que tu n'y arrives pas maintenant? Il m'a dit, ouais, mais d'habitude, je suis de l'autre côté de la chaîne. Il était gaucher. On l'avait mis de l'autre côté, donc il n'y arrive plus. Je voulais construire ma maison. J'ai fait une demande de prêt. Et la personne qui nous a reçus, il m'a demandé tout un parpasse. Il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et à la fin, il m'a demandé, vous travaillez où? Je lui ai dit chez Renault. Alors lui, il a déchiré tous les papiers. Il m'a dit avis favorable. Voilà, parce que je travaillais chez Renault.